Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue à notre café Boulevard des Écrivains. Et nous avons tout le plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau un jeune écrivain, Mahamadou Issa Samaké. Mahamadou Issa Samaké qui est né à Ouelessebougou, où il passe son DEF, diplôme d'études fondamentales, qui le fait venir à Bamako. Et en 2008, donc après un BT2, option, mention très bien, il tente le concours d'entrée à l'UIG et il échoue. Paradoxalement à cela, mais toujours très engagé. Alors, il s'inscrit au bac comme candidat libre, il passe son bac comme candidat libre et il revient à l'UIG. Il est détenteur d'une licence en finance comptabilité, FC, c'est ça, obtenue à IP Smart, et en technique de commercialisation aussi. Monsieur Samaké, mais on sait que vous êtes finalement dans l'enseignement. Mais parlez-nous encore un peu plus de vous. Qui êtes-vous? D'accord, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à remercier la direction de Mandé TV. Merci. Pour cette belle initiative qui donne l'occasion aux écrivains de faire connaître leurs œuvres. Comme vous l'avez si bien dit, je suis natif de Djitoumou, mais précisément de Djitoumou-Séliban. Ça, c'est mon village. Digan? Oui, je suis né à Digan, mais mon papa est de Séliban Djitoumou. Voilà, donc après les études fondamentales, j'ai suivi à Bamako ici pour continuer les études. Donc après les BTD en comptabilité, la licence à l'IG en marketing et aussi une licence en finance comptabilité, je me suis lancé dans l'enseignement. Actuellement, j'enseigne dans les lycées, dans les écoles professionnelles. Au-delà de ça aussi, je suis président d'un club de lecture Calamblon qui aussi fait des exposés de livres, des séances hebdomadaires consacrées à des livres également. Je suis le secrétaire à la communication du Grand Forum de Djitoumou, qui est une association des jeunes ressortissants de notre contrée. Donc voilà brièvement ce que je peux ajouter à ma présentation. Alors, messieurs, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On vient de parler d'enseignement et le sujet de notre café littéraire d'aujourd'hui est votre livre intitulé « Ma meilleure université ». Alors, pouvez-vous nous présenter rapidement ce livre que vous avez écrit? Pouvez-vous nous parler des grandes lignes de ce document? Pour parler des grandes lignes de ce document, je dirais que c'est un guide d'orientation pour les nouveaux bacheliers, pour faire simple. Mais au-delà de ça aussi, c'est un livre de conscientisation pour les élèves et les étudiants. Parce que, en étant ancien, j'ai fait la remarque parfois quand je suis avec les élèves en classe et que je leur pose la question qu'est-ce qu'ils comptent faire après les bacs, il y a beaucoup qui n'ont pas de réponses. Généralement, c'est non, après les bacs, on va chercher à le savoir. Et on sait qu'à ce niveau-là, déjà, l'enfant doit avoir une idée, arrêter une idée nette sur ce qu'il veut devenir et être aussi renseigné sur les structures qui forment dans ce sens.
si jusqu'au niveau du baccalauréat, il n'a aucun renseignement sur ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est ce qui m'a amené à faire les livres. Le livre est divisé en 3 parties. La première partie parle de toutes les universités publiques du Mali avec les filières de formation, les conditions d'accès, les diplômes délivrés. La même partie aussi parle du système LMD qui est assez expliqué parce que c'est un système qui n'est pas assez bien compris par les étudiants et même parfois par les administrations. La même partie aussi souligne quelques problèmes de l'enseignement supérieur public du Mali et propose des solutions à ces problèmes. Maintenant, la deuxième partie parle des universités privées du Mali parce que de nos jours, nous assistons à une poussée des universités privées. Beaucoup d'étudiants déplorant un peu la qualité de l'enseignement supérieur public s'orientent vers les privés à la recherche d'un enseignement de qualité. Mais force est de reconnaître que de nos jours, certaines de ces universités ne sont pas à la hauteur. Donc, ce qu'elles proposent aux étudiants comme formation n'est pas à être remis en cause, mais sauf que c'est la rigueur qui manque à beaucoup de ces universités. Donc, c'est devenu en quelque sorte du business, du commerce. Tout ce qui importe, c'est de l'argent. Il faut que l'étudiant parvienne à payer ses frais scolaires et le reste, ça n'engage que lui. Et d'ailleurs, vous donnez des chiffres. Voilà. Vous dites, à la date du 1er janvier 2020, 126 universités d'enseignement supérieur privé, dont 107 dans la seule ville de Bamako, parmi lesquels 20 sont localisés à Amdalaï Asseyi, où nous sommes. Oui. Donc, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme quand les universités sont créées comme ça. Ce qu'elles vont faire, ça, c'est de chercher des étudiants parce qu'il y a des charges à supporter, donc il faut avoir assez d'effectifs pour être en mesure de couvrir ces charges-là. Donc, c'est ce qui fait que dans les campagnes de communication, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés mais qui ne sont pas forcément vrais. Et de nos jours, il y a un problème qui est là que le livre souligne. Ça, c'est la priorisation du diplôme à la connaissance. Beaucoup de gens sont trop attachés au diplôme plutôt qu'aux connaissances. Et dans cet ordre d'idées, quand un étudiant s'inscrit dans une université privée et qu'il paye régulièrement, généralement on ne lui pose pas, il n'est pas assez mis à l'épreuve. Parfois, quand il est à jour de paiement et que même il y a des modules qui ne sont pas validés, parfois ça ne pose pas de problème. Donc si les universités continuent comme ça, donc ça va finir par être un problème parce que si les étudiants laissent les universités publiques pour aller dans les universités privées à la recherche d'une formation de qualité et qu'en fin de compte ils sortent diplômés et ne parviennent pas à avoir un emploi parce qu'ils n'ont pas de niveau, donc ça finit par être un problème. Les gens vont se dire que pourquoi quitter une université publique pour aller dépenser de l'argent dans une université privée à la recherche d'une formation de qualité et en fin de compte, tu sors, tu n'as pas de niveau et tu n'as pas d'emploi. Donc ça va finir par être un problème pour ces universités privées. Donc c'est pourquoi la partie qui est consacrée à ces universités privées, ce n'est pas forcément des critiques, sinon ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les universités privées, mais sauf que il faut qu'elles essaient vraiment de revoir leur façon d'être. Il faut qu'elles essaient vraiment de revoir la façon dont les cours sont dispensés et surtout aussi de mettre un peu de rigueur dans leur formation. Aller au-delà de l'argent et surtout se consacrer à la qualité de la formation. Ce n'est pas toutes les universités qui sont dans cette situation, mais beaucoup d'universités qui sont créées, qui cherchent à avoir du monde, se montrent beaucoup trop laxistes pour avoir beaucoup plus d'effectifs. Mais ces problèmes-là, c'est ce problème-là qui est surtout souligné dans la partie qui est consacrée à ces universités privées. Et donc, vous l'avez dit, vous êtes un défenseur de l'excellence. Et vous êtes investi dans plusieurs associations donc, qui prônent l'excellence. Mais cette multiplication des universités qui poussent comme des champignons après les premières pluies est un frein à l'excellence.
Ça l'est justement. Donc, c'est ce que je disais parce que plus il y a d'universités, les universités privées ne sont pas créées seulement pour faire des formations, mais elles sont créées aussi pour se faire de l'argent également. Quand vous créez une université privée, c'est pour être en mesure de couvrir toutes les charges que cela va générer et en fin de compte aussi avoir un revenu. Donc cela ne serait pas possible si l'université en question n'a pas d'effectif. Et pour chercher de l'effectif, il faut communiquer, il faut dire aux gens ce qu'ils aiment entendre, il faut dire aux gens ce qui pourrait les attirer à venir s'inscrire. C'est pourquoi parfois il y a beaucoup de promesses qui sont faites dont on sait qu'en fin de compte elles ne seront pas tenues. Donc comme vous l'avez si bien dit, ces pléthores d'universités constituent vraiment en quelque sorte un frein à la qualité parce que l'abondance nuit, voilà, l'abondance nuit à la qualité. Plus il y en a, plus ça devient en quelque sorte banal. Donc vous voyez, donc c'est un peu ce que les livres dénoncent dans la partie consacrée aux universités privées. Et comment avez-vous travaillé? Comment êtes-vous parvenu à répertorier toutes ces universités et publiques et privées et en combien de temps? Bon, par rapport au temps, j'ai commencé à travailler sur le document en 2020, janvier 2020, et le livre a été publié en mars 2021, 26 mars 2021 précisément, donc à peu près 1 an et quelques mois. Mais comment je suis parvenu à me renseigner sur toutes ces universités publiques et privées du Mali, je me suis adressé à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Ce qui pratiquement toutes les universités qui sont au Mali relèvent de cette direction. Donc naturellement, la direction doit avoir une base de données consacrée à toutes les universités publiques du Mali et aussi à toutes les universités privées du Mali. Donc c'est à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur que j'ai pu vraiment avoir la liste des universités et aussi des renseignements sur les universités privées du Mali, notamment leurs dates de création, d'ouverture et même parfois il y a les contacts des responsables également, leur localisation et les contacts des responsables. Donc c'est grâce à la Direction générale de l'enseignement supérieur que j'ai pu avoir ces renseignements. Donc je profite de votre plateau pour remercier d'ailleurs M. Karim qui m'a beaucoup aidé dans cette tâche-là. Alors, on a dit document, vous-même vous avez dit document, votre livre, ce n'est pas un mémoire, ce n'est pas un essai, mais qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez dit document. Ce document, quel sens donnez-vous à document? Le sens que je donne ici à document, ça c'est un outil qui nous permet de nous renseigner, d'avoir des informations. Donc je place le document dans ce cadre-là. Les livres tels que je le vois, je le place dans la rubrique des essais parce que c'est un livre qui donne des renseignements, des informations réelles et aussi qui donne un point de vue, pas forcément un jugement, mais qui donne un point de vue personnel sur l'enseignement supérieur au Mali et sur la façon dont les universités fonctionnent et même propose aussi des solutions à certains problèmes qui sont posés. Donc si je dois classer les livres dans les genres littéraires, je dirais que c'est plutôt un essai. Donc, mais il n'est pas aisé de réaliser un essai comme ça. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez eues les difficultés, pour faire ce livre? Les difficultés majeures, ça c'est un peu au niveau de la recherche des renseignements parce que généralement, au Mali, quand on ne fait pas trop confiance aux jeunes, quand on se présente à certaines administrations pour dire donc je voudrais faire un livre sur tel sujet, je voudrais avoir des renseignements, on n'est pas trop pris au sérieux. Parfois, on nous fait tourner en rond dans l'espoir qu'on se décourage, qu'on laisse tomber. Mais c'est surtout à ces problèmes-là que j'ai été confronté. J'ai parfois fait beaucoup de va-et-vient par-ci, par-là, dans certains rectorats, dans certaines administrations publiques qui étaient concernées, qui pouvaient me donner des renseignements. J'ai écrit, j'ai envoyé des correspondances. Ça a pris du temps, avant qu'on me réponde. Donc, il y a tout cela. Donc, c'est surtout dans la partie
recherche des renseignements, d'informations que j'ai été un peu fatigué. Bon, l'édition, ça c'est de nos jours, Dieu merci, on a beaucoup de maisons d'édition de nos jours, ce qui joue un peu sur le coût de l'édition. Au niveau de l'édition, quand même, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. Alors, vous dites ma meilleure université. Est-ce que votre meilleure université est différente de l'autre université? Qu'entendez-vous par ma, le possessif, et le superlatif meilleur? Ma meilleure université, ça c'est personnellement c'est que moi, la conception que moi j'ai d'une université. C'est pourquoi j'ai utilisé ma meilleure université. Ça pourrait ne pas être la meilleure université d'autres personnes qui pourraient aussi avoir leur meilleure université, mais moi je me suis dit que l'université, ça c'est là où on part pour apprendre. On part pour apprendre, pour se former. Et maintenant, quand on part d'université, on voit un lieu physique où on doit se rendre permanemment. Bon, moi, je me dis que de nos jours, l'université doit dépasser ces cadres-là. On n'est plus dans ces cadres avec le développement des nouvelles technologies de communication. Nous pouvons, étant à la maison, apprendre beaucoup à travers Internet. Donc, si tel est le cas, si l'université est un lieu où on part pour apprendre, et si on a cette possibilité d'apprendre sur d'autres outils, dans d'autres lieux, pourquoi ne pas changer de conception d'université? Je me suis dit que l'université, au lieu qu'on se mette à critiquer tout le temps les universités pour dire que les enseignants ne viennent pas à temps, c'est un problème que j'ai déjà soulevé dans le dos. Il y a ces problèmes-là, mais quand on n'est pas, la solution d'un problème ne dépend pas de nous. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui est à notre portée, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer dans notre vie? Donc, je me suis dit que de nos jours, rares sont les étudiants qui n'ont pas de téléphone Android. Si je dois faire le cas, je dirais peut-être, selon mes constats, je dirais que 95% des étudiants ont des téléphones Android. Ils ont accès à la connexion, ils ont accès à Internet. Donc, si tel est le cas, pourquoi ne pas profiter de cela pour apprendre, pour se former? Parce que si nous prenons quel que soit le domaine dans lequel nous étudions aujourd'hui, on peut avoir des informations, des renseignements à travers l'Internet. Il suffit juste qu'on mette les titres d'un document sur Google pour qu'on nous propose à peu près plus d'une dizaine de brochures, de documents par rapport à ce sujet. Donc, si tel est le cas, si l'accès à l'information, si l'accès à la connaissance est d'autant plus facile de nos jours, pourquoi on doit peut-être voir la meilleure université ailleurs? Pourquoi on doit considérer comme peut-être Sorbonne comme la meilleure université, ou Harvard comme la meilleure université? Donc, il faut peut-être que cette conception de l'université change. Il faut que nous voyions en nous-mêmes une université. Parce qu'à travers notre courage, à travers notre recherche, on peut beaucoup apprendre à la maison, on peut beaucoup apprendre dans son pays, on peut beaucoup apprendre même sans se rendre entre les murs d'université. Donc, c'est ce qui m'a amené à dire que la meilleure université, ce n'est pas celle que nous voyons ailleurs. La meilleure université, c'est tout simplement l'étudiant lui-même. S'il prend conscience de cela, que c'est de lui-même que dépend la qualité de la formation qu'il va recevoir, et qu'il se mette à travailler dans ce sens, il n'aura rien à envier à ceux qui sont partis étudier à l'extérieur. Donc, pour moi, la meilleure université, c'est l'étudiant lui-même. La responsabilité. Donc, l'université, comme vous êtes attaché à l'excellence, vous évoquez le système LMD. Bon. Que pensez-vous du système LMD? Parlez-nous brièvement du système LMD à nos téléspectateurs, que vous avez largement abordé dans votre livre. Oui, le système LMD, c'est un système dont le décret a été, je crois, signé en 2008, mais l'application a commencé au Mali vers 2011. C'est un système, ce que je pense du système LMD, c'est un très bon système. C'est un très bon système à condition qu'il soit appliqué comme il se doit. Sauf que malheureusement, tel n'est pas le cas chez nous. Le système LMD n'est pas assez bien compris, encore moins assez bien appliqué. C'est ça le problème. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens parlent du système LMD à la malienne
il y a beaucoup de gens qui trouvent que le système classique est beaucoup plus mieux que le système LMD tel que nous l'appliquons. Parce que veut ce système? Ce système veut la responsabilisation de l'étudiant dans sa formation. Il faut confier plus de responsabilités à l'étudiant. C'est pourquoi quand on découpe les programmes en unités d'enseignement qui regroupent les modules semblables, les modules qui peuvent être complémentaires, on affecte un crédit à chaque unité d'enseignement. Maintenant, le nombre de crédits qui est affecté à chaque unité d'enseignement, correspond aussi à un temps donné. Normalement, on a au minimum 20 heures par crédit. Maintenant, quand on essaie de faire ces calculs-là, et qu'on a un module, un niveau de 2 modules, qui est composé peut-être par exemple de la comptabilité et de la mathématique. Donc on affecte 6 crédits à ces modules-là. Donc 6 crédits, un crédit ça fait 20 heures. Donc si on prend les 20 fois 6, ça fait 120 heures. Donc les 120 heures doivent être affectées à ces deux modules. Donc la moitié de ces 120 heures, c'est-à-dire 60 heures, est dédiée à l'étudiant. Donc l'étudiant doit faire des recherches, des travaux personnels à la maison. Oui. On lui consacre 60 heures sur les 120 et les restes 60 heures là est consacré aux cours magistraux et aussi au TD. Oui. Aux cours magistraux et au TD. Donc maintenant, mais sauf que quand il y a examen, quand on évalue le niveau des apprenants, parfois, toutes les questions viennent sur ce qu'ils leur ont été enseignés en classe, lors des cours. Donc le système LMD, c'est licence, master, doctorat. Voilà. Mais vous avez parlé des universités publiques, privées d'abord, qui sont une plaie. Mais l'université d'État aussi a beaucoup de problèmes, et que vous soulignez dans votre livre. Et même des plaies très graves, telles que l'instabilité. Alors, telles que la gestion des flux, telles que la corruption. D'abord, venons à l'instabilité. L'instabilité, je crois que nous sommes en train de... les universités, certaines universités sont en grève il y a plus d'1 mois maintenant. J'ai ma cousine qui est à la maison. À chaque fois que je lui demande, elle dit que les professeurs sont en grève jusqu'à présent. La grève n'est pas finie. Donc ça fait à peu près plus d'1 mois maintenant qu'ils sont en grève. Donc vous voyez, ça c'est de l'instabilité parce que le programme a commencé, les étudiants ont atteint un certain niveau et brusquement on dit que non, il n'y a pas cours, donc les professeurs sont en grève. Généralement, si la grève n'est pas provoquée par les professeurs, c'est provoqué par l'AEM. Vous accusez d'ailleurs l'AEM beaucoup plus. C'est provoqué par l'AEM. L'AEM qui décrète une grève. Très généralement, quand l'AEM décrète des grèves, sauf en cette direction, quand l'AEM décrète des grèves, ce n'est pas généralement pour réclamer quelque chose qui va dans l'intérêt commun de tous les étudiants. C'est peut-être un bureau qui a été, des responsables qui ont été peut-être mis en session avec qui ont été exclus, donc on fait des bruits pour qu'ils soient retenus. Donc généralement c'est pour des causes futiles qu'on provoque des grèves. Les grèves, ce n'est pas pour l'amélioration des conditions d'études. Ce n'est pas pour l'amélioration des conditions d'études. Dans la plupart des cas, ce n'est pas pour chercher l'amélioration des conditions d'études. Mais des situations financières. Des situations financières. Et même parfois aussi, donc, on apprend aussi que les étudiants partent en grève parce que ils n'ont pas eu leur bourse. Ce qui est normal. Ce qui est normal, mais quand les étudiants partent en grève, tout ça aussi, ça met l'année en retard, ça crée de l'instabilité. Le programme est conçu pour un temps. Donc il y a une programmation qui est là. Donc si la programmation fausse, donc cela va avoir des répercussions sur ceux qui vont venir. Oui, mais il faut avoir la bourse pour pouvoir étudier, pour pouvoir se rendre à l'université. Donc, est-ce qu'il y a une part de l'État aussi? L'État en est les premiers responsables. L'État en est les premiers responsables. C'est pour toutes ces raisons aussi que l'État doit faire en sorte, l'État doit faire tout. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Je dis que l'État doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter les grèves, pour éviter les instabilités. Quand les professeurs partent en grève, c'est parce qu'ils ont des doléances qui ne sont pas satisfaites. Donc l'État doit faire en sorte que les doléances des enseignants, des professeurs
satisfaites pour qu'il n'y ait pas de grève. Parce qu'en fin de compte, ces doléances-là finissent par toujours être prises en compte. Mais après un mois ou après 2 mois, après qu'on ait perdu beaucoup de temps, on finit encore par accepter ce qu'on avait refusé. Pourquoi autant de pertes? Donc c'est pourquoi je dis, quand il y a des doléances qui sont soumises au acquis des droits, il faut que les autorités entrent en contact avec les personnes qui réclament, qui font des revendications, pour que la situation puisse être débloquée. Mais si vous refusez, et après 1 mois, 2 mois, vous finissez par accepter ce que vous aviez refusé, donc c'est une perte de temps. D'accord, donc ça c'est les grèves. Voilà. Il y a un autre problème que vous évoquez dans votre livre, la gestion des flux. La gestion des flux, donc surtout ça, c'est aussi une ligne de conséquences aussi des grèves également. Quand vous prenez par exemple la FSEC, à cause des grèves et aussi même des corona aussi, l'année ne s'est pas, il y a certaines années qui ne se sont pas déroulées normalement. Ce qui a fait que ceux qui devaient terminer avec la première année sont restés, et il y a eu aussi des nouveaux bacheliers qui sont arrivés. Donc maintenant, comment pourrait-on gérer ces flux? La solution est simple. Ça, c'est de construire, d'agrandir la capacité d'accueil de ces établissements, de recruter des professeurs également. Sauf que cela aussi engendre des coûts. Cela demande un budget. Donc l'État est toujours impliqué. L'État est toujours impliqué. Incriminé. Donc tout ça c'est de la responsabilité de l'État. Donc ça, c'est l'une des responsabilités premières de l'État. Donc essayer de donner une éducation de qualité à tous les citoyens. Permettre à chaque citoyen d'aller à l'école, d'être formé, d'être éduqué. Donc si l'État n'est pas en mesure de mettre à la disposition des citoyens, de la population, des jeunes, un cadre de formation adéquat, ça c'est la responsabilité de l'État. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Au-delà de tout ça, compte tenu de tous les problèmes que connaît l'État, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que je dis, qu'il y a beaucoup de ces étudiants-là qui aspirent d'aller dans les universités privées, mais qui n'ont pas de moyens. Pourquoi l'État ne songerait pas, pour des volontaires, pour les élèves, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souhaiteraient faire une université privée, finir et aller sur le marché de l'emploi, parce que dans les universités privées, publiques, ça traîne. Pour ceux-là qui n'ont pas de moyens, mais qui ont des bourses, qui souhaiteraient vraiment que l'État les aide à faire une université privée pour qu'ils finissent. Donc, pourquoi ne pas créer, leur verser la bourse, afin qu'ils payent leurs études dans l'université privée. Essayer de signer un accord avec certaines universités privées afin d'envoyer des étudiants volontaires dans ces universités privées-là en contrepartie de leur bourse. Ça peut être une solution. Parce que ces universités privées sont à la recherche d'étudiants, donc ont une grande capacité d'accueil pour certains. Mais monsieur Samake, finalement, les problèmes de l'université sont nombreux et nous arrivons à la plus grande plaie de l'université au Mali, la corruption. Vous parlez donc suffisamment de cette corruption et pouvez-vous nous présenter brièvement ce fléau dont vous parlez dans votre livre et qui est en train de ravager l'université malienne, l'école malienne en général. L'école malienne en général, il faut le dire, ça commence depuis l'école primaire. L'école primaire, les écoles privées, ça commence là-bas déjà parce que c'est ce que je donne d'ailleurs dans les livres. Vous partez dans certaines écoles privées, normalement la condition est que quand l'élève a la moyenne, il passe. S'il n'a pas la moyenne, il redouble. Mais il y a certains parents qui partent se plaindre dans ces écoles-là pour dire que mon enfant n'a pas passé. Or, j'ai payé l'année entière, donc je ne paye rien. Donc, il faut que mon enfant passe. Donc, ça commence depuis là déjà. Au niveau universitaire, donc, ça consiste généralement dans la plupart des cas, c'est au niveau universitaire. C'est généralement les professeurs qui exigent aux étudiants d'acheter leurs brochures, sans quoi, quelles que soient les notes qu'ils vont avoir, ils vont partir en session. Donc on oblige les étudiants à acheter des brochures, et même parfois il y a des étudiants qui payent pour ne pas partir en session également. Donc il y a ces phénomènes qui sont là, mais
pour pallier à cela, il faut surtout que les professeurs essaient de valoriser leur métier. Qu'on sache que quand on est enseignant, quand on est professeur, on a une déontologie qu'on doit préserver. Une morale, une éthique qu'on doit incarner, qu'on doit jamais accepter de vendre. Alors, Monsieur Samake, donc votre motivation fondamentale, c'est laquelle? En quelques mots. Ma principale motivation pour avoir écrit ce livre. Pour avoir écrit ce livre, ça c'est surtout de rendre service à mes jeunes frères. À mes jeunes frères qui qui vous liront. Voilà, qui sont au lycée, qui généralement n'ont pas, après l'obtention de leur baccalauréat, n'ont pas de choix et ils se voient obligés de laisser un grand frère choisir à leur place ou un parent choisir à leur place, et parfois ils se retrouvent là où ils ne voulaient pas aller. Donc cet ouvrage, se faire bien orienter. Voilà, se faire bien orienter. Donc je cherche, ce qui m'a le plus motivé, ça c'est de chercher vraiment à leur être utile, à leur rendre ces services-là, ces services d'orientation quand ils auront leur bac. Essayer aussi d'adresser des messages de conscientisation aux jeunes étudiants, ceux qui sont en train d'étudier déjà, qui parfois pensent que le diplôme est plus mieux que la connaissance. Je leur dirais que la connaissance est au-dessus du diplôme. Vous nous rappelez Amadou Ampateba, qui écrit dans Amkoulel d'ailleurs, l'enfant Peul, son maître Bouyagui Fadiga qui lui disait, jeune homme, sache que l'école donne des diplômes, mais c'est la vie qui te formera. Oui. Et un autre qui dit que les meilleurs pays au monde sont ceux qui ont les meilleures écoles, les meilleures universités. S'ils ne le sont pas aujourd'hui, ils le seront demain. Oui. Donc, votre livre a été publié aux éditions Innove, Innove Éditions, donc à Bamako, donc, et qui est dans les librairies de Bamako, bien sûr. Et Mandé TV vous remercie d'avoir accepté son invitation. Chers téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre café littéraire d'aujourd'hui, Boulevard des écrivains, à propos du livre Ma meilleure université, du jeune écrivain enseignant Mahamadou Issa Samake. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre café. Merci beaucoup pour l'invitation.